Des maths à tous, bienvenue sur Révélez vos talents, 40 minutes de podcast au service de votre performance. Dans chaque épisode, nous allons rencontrer une personne au parcours inspirant. On va découvrir ensemble comment elle a réussi à affronter les difficultés de la vie, à se remettre en question, à garder son enthousiasme pour aller de l'avant et réussir ses objectifs. Parce que dans toutes ces histoires de performance, d'espoir et de persévérance, il y a plein de clés qui peuvent nous servir à tous. Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite. Ici Christelle Blandin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Amoureuse des chevaux depuis 33 ans, elle a su mener de front sa passion et son besoin d'avoir une vie professionnelle épanouissante. Mais pour ça, il a parfois fallu remonter en selle après une chute, au sens propre comme au sens figuré. Entraîneur en équitation, cavalière et compétitrice, nous allons donc voir que le travail, la rigueur et l'investissement payent. Car, comme le résume si bien Émilie, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Bonjour, je m'appelle Émilie Mondon, j'ai 40 ans, je suis directrice marketing et communication pour Medavis, c'est un éditeur de solutions numériques pour les acteurs de la santé, et je suis en parallèle entraîneur en équitation, cavalière et compétitrice moi-même. J'ai commencé l'équitation à l'âge de 7 ans, ça fait 33 ans maintenant, je suis tombée amoureuse des chevaux. J'ai commencé ma carrière sportive en étant danseuse classique, et de déménagement en déménagement, j'ai perdu mon mentor. Et j'ai retrouvé avec les chevaux la rigueur, la recherche de l'équilibre, la recherche de grâce, de perfection. Tout ce que l'on avait en danse classique, je l'ai retrouvé avec en plus le contact assez unique qu'on peut entretenir avec les chevaux. Donc j'ai vraiment trouvé mon sport, ma discipline, ma culture, mon patrimoine, mon objectif aussi avec les chevaux. Émilie, je vais revenir sur ce que vous venez de me dire. Vous avez perdu votre mentor. Expliquez-moi ce que c'est pour vous qu'un mentor et en quoi il a été impactant au point de ne pas continuer un sport. Mon mentor, c'était une professeure de danse qui était très réputée et j'ai eu de la chance d'entrer dans ses cours toute jeune. C'était de la danse classique ? Oui, de la danse classique à 5 ans. Je l'appréciais énormément, elle était exigeante avec nous, mais toujours juste, toujours bienveillante et elle dansait parfaitement. Avec mes yeux d'enfant, je la voyais comme une danseuse étoile. Et le fait de déménager, je n'ai pas retrouvé de cours de danse classique qui avait ce niveau-là. Et je n'ai pas retrouvé d'enseignant qui me donne envie. Et à 7 ans, 8 ans, c'est quand même très important, je pense. Est-ce que vous vous souvenez, donc 7-8 ans, vous quittez cette personne qui est vraiment quelqu'un de très important pour vous dans vos yeux d'enfant et certainement encore un peu maintenant. Comment vous avez vécu cette séparation ? Je ne l'ai pas sincèrement réalisé sur le moment, parce que j'étais jeune et il fallait déménager, donc je suivais la famille, comme tout le monde l'aurait fait. Et c'est ensuite, quand j'ai pris d'autres cours, d'autres matières, j'ai même essayé la danse moderne, j'ai fait de la danse contemporaine aussi, j'ai fait en total presque 10 ans de danse, et j'ai jamais retrouvé une personne qui ait ce niveau d'excellence, en fait, qui m'inspire à ce point. Qu'est-ce que vous pourriez mettre derrière cette personne ? Quelles sont les qualités que vous avez trouvées derrière cette personne ? Son talent, je pense. En premier, quand elle dansait, on la regardait tous avec des yeux un peu émerveillés. Son niveau d'exigence, comme je le disais, et sa bienveillance, le fait qu'elle soit toujours pédagogue, qu'elle nous explique, qu'elle prenne le temps, qu'elle passe nous voir les uns après les autres pour nous donner la perfection du geste, c'est ce qu'on recherche tous en danse classique, puisque certains visaient le ballet par la suite. Et elle avait ce tout, à la fois cette bienveillance et cette exigence, et ce rôle de modèle. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette personne, d'après vous ? L'amour de la danse, je pense, aujourd'hui encore, du ballet. J'aime beaucoup cet univers, même s'il est particulièrement exigeant, comme tout le monde le sait. Et l'amour du beau, je pense, de l'art. L'équitation, c'est un peu un art aussi. Vous basculez vers l'équitation. Comment vous faites une rencontre avec l'être humain, l'être animal, en fait, le cheval ? Comment se passe cette rencontre ? J'avais 7 ans, c'est à peu près à la même période, et je suis allée en centre de loisirs, vous voyez. C'est la première fois que je voyais un cheval de près de ma vie, et ça a été le coup de foudre. J'ai toujours eu cette passion pour les animaux, et les chevaux, pour moi, à la fois leur puissance, leur grâce, je les trouve très esthétiques, évidemment. Je trouve qu'ils dansent quand ils se déplacent, donc j'ai retrouvé beaucoup de choses de la danse classique auprès des chevaux, et puis la connexion, la bienveillance qu'ils ont envers nous, encore une fois, le fait qu'ils sachent nous lire, plus je les découvre, et je continue à les découvrir chaque jour au bout de 33 ans, et plus je m'aperçois à la fois leur complexité. Ils sont des âmes bien plus profondes que peut-être ce qu'on peut entendre, parce que le commun des mortels le pense, leur façon de nous lire, et puis leur loyauté, toutes ces qualités qu'ils peuvent avoir.
D'accord, donc vous trouvez dans le cheval une personnalité assez similaire à votre professeur de danse en termes d'esthétique, de loyauté. Comment, dans votre parcours maintenant, vous mettez à profit pour les autres tout ce que vous avez appris de vos mentors en fait? J'essaie premièrement de toujours envisager le coaching, que ce soit auprès des chevaux ou auprès des cavaliers, parce que je suis amenée à faire les deux avec beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance, c'est ce que je retiens. Pour moi, il n'y a pas de leader qui puisse être un dictateur. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Il faut être dans l'écoute de l'autre pour l'accompagner dans sa performance, pour accompagner son développement et son épanouissement. Je pense que tout est lié. Je ne pense pas qu'on obtienne de la performance en étant dur, en tout cas à long terme. Il y a peut-être des effets un peu paillettes quelquefois, mais je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement. Et c'est ce que je retiens de mes mentors, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont apporté. Vous avez quoi comme titre pour l'équitation? Je suis entraîneur. Vous êtes entraîneur, vous avez du haut niveau, vous avez des jeunes. Quelle est la population que vous entraînez? Je peux avoir du haut niveau des jeunes, principalement les chevaux. En fait, j'entraîne plus les chevaux que les gens. Vous entraînez plus les chevaux que les gens, d'accord. Alors comment on parle à un cheval qu'on entraîne en fait? C'est comme tout, j'aime beaucoup faire du travail à pied, par exemple pour la première séance qu'on appelle ça, je les longe, je regarde leurs allures, je regarde s'ils sont gauchers, droitiers, je regarde comment ils se déplacent, quels peuvent être les gènes, si au niveau du dos il y a un blocage, ce qui est souvent le cas chez les chevaux, comment ils réagissent aux ordres, est-ce qu'ils sont très fins, est-ce qu'ils ont besoin d'explications d'ordre un petit peu plus fermées, un petit peu plus appuyées. Je les analyse beaucoup dans leur comportement, est-ce qu'ils sont dominants, est-ce qu'ils ont peur. Il y a toute cette partie un peu psychologique en plus de leur capacité physique. Et une fois que je les ai vus se déplacer en liberté, là je peux dire, effectivement, je vais peut-être plus travailler dans ce sens-là, plus travailler à gauche, plus compenser. Je vais peut-être plus de les muscler, peut-être plus de muscler l'avant-main, l'arrière-main, le dos, travailler un petit peu plus la souplesse, même si après les chevaux ont leur capital physique comme nous et on ne peut pas aller contre ce qu'ils sont naturellement, mais essayer en tout cas de les accompagner dans une progression qui aille dans leur sens. Pourquoi vous avez choisi le métier d'entraîneur? Alors, j'ai pas du tout un parcours qui est prédisposé à ce diplôme-là. Je suis la seule personne de ma famille à avoir ce coup de foudre pour les chevaux, alors que c'est plutôt une tradition familiale. Donc il a fallu que je fasse un petit peu entendre ma voix pendant quelques années en disant que c'est ce que je voulais faire. Et par sagesse, j'ai finalement opté pour un cursus universitaire. J'ai fait de la géopolitique, ce qui n'avait rien à voir parce que je voulais avoir les moyens d'avoir un cheval. En fait, ça a été mon seul motif d'aller à l'école, je pense. Un motif financier, du coup. Jusqu'en terminale, j'ai trouvé que l'école, on me prenait vraiment pour des perroquets. J'étais pas très inspirée. Par contre, à l'université, là, on commençait dans la réflexion, dans la stratégie, ce qui est mon métier aujourd'hui. Mon deuxième coup de foudre a peut-être été à l'université, justement. Ça a peut-être été l'aspect de réflexion. Et j'ai eu de la chance de faire la géopolitique, qui est une matière que j'adore vraiment. Et finalement, c'est de la stratégie, et le sport, c'est aussi de la stratégie. Enfin, je pense que les parcours sont jamais accidentels, finalement. Il y a peut-être des changements de voie, mais on retrouve toujours un petit peu nos valeurs, quel que soit le métier ou la passion que l'on est. J'ai ensuite exercé plusieurs années dans le privé, dans le public. J'étais collaboratrice d'élus. Et puis, un jour, la convergence des éléments a fait que ce nouveau diplôme d'entraîneur a été possible en un an. Alors jusque-là, les diplômes de moniteur et d'instructeur se faisaient en 2 ans. Et donc j'ai pu prendre, grâce à ce cursus express en un an, j'ai pu prendre une année. J'étais à la fin d'un parcours professionnel, j'avais envie de m'en mettre en question, de refaire autre chose, pas forcément de changer de voie, mais de voir autre chose. Et j'avais toujours cette notion des chevaux, de travailler dans les chevaux qui me trottait dans la tête. Et j'ai eu cette opportunité, j'ai passé les tests un peu pour voir, et puis j'ai été retenue. On était 7 à être sélectionnés pour ce premier diplôme. On était coachés par le champion olympique en titre, à l'époque Philippe Rosy. Et pour moi, c'était un rêve qui se réalisait. Et j'ai tellement appris pendant cette année que je referais exactement la même chose. Honnêtement, c'était passionnant. Très exigeant, mais passionnant. Alors, du coup, vous murmurez aux chevaux, ce qui peut expliquer effectivement votre voix extrêmement douce et hyper agréable. Je reviens sur ce parcours de champion olympique qui vous entraîne. Quelle a été cette rencontre avec ce champion olympique? C'était à la fois très impressionnant, parce que moi j'étais un cavalier amateur, alors que les autres cavaliers étaient professionnels, souvent avec plusieurs chevaux, allaient en concours tous les week-ends. Moi j'avais passé les tests au courage, je peux le dire comme ça. Et puis ça a été sa simplicité. Alors, il nous a immédiatement tutoyé, mais j'ai jamais réussi à le tutoyer, même s'il l'a demandé. Et encore une fois, sa bienveillance, sa façon d'expliquer, de prendre le temps. On avait une douzaine ou une quinzaine de séances avec lui dans l'année, et à chaque fois il passait du temps cavalier par cavalier.
Moi, je lui demandais des questions même sur le ferrage, des questions qui n'avaient rien à voir. Il a pris le temps de m'expliquer, me donner les coordonnées d'un maréchal ferrant pour mon cheval. Et ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est que j'ai une approche très éthologique dans les chevaux, c'est-à-dire monde sans éperon, voilà, sans tout cet appareillage-là. Et c'est peu courant à l'obstacle. Et à aucun moment, il m'a demandé de changer mon approche. Il a évidemment immédiatement compris mon approche et il m'a encouragée dans ce sens-là. Il m'a donné les clés pour progresser encore dans cette approche-là, plutôt que de me dire fais différemment, mets une bride, mets des éperons, voilà, casse ton cheval. Ce que j'ai pu entendre, lui, il est vraiment allé dans ce sens-là. Il m'a aidé à m'améliorer en prenant en compte mes convictions et mes envies de cavalière. Est-ce que ça, par rapport à votre métier à vous, aujourd'hui, donc là, vous avez cette particularité d'abord de vous occuper des chevaux, mais aussi des cavaliers. On a toujours tendance à vouloir effectivement imposer, ou en tout cas oublier que l'autre a aussi une faculté différente, physique, émotionnelle, psychologique à aborder la montée à cheval, que tous les autres sportifs. Comment vous détectez que cette personne est dans le bon mouvement? C'est très difficile, c'est vraiment du cas par cas. Je pense que les chevaux, l'équitation en général et les chevaux nous apprennent vraiment l'humilité, dans le sens où chaque cheval a son propre parcours, ses propres capacités. Et on dit les meilleurs cavaliers mondiaux, ce qui fait la différence, c'est qu'ils savent s'adapter à chaque cheval. Il y a des constantes, les chevaux fonctionnent dans des allures à 2, 3 temps, etc. C'est comme les êtres humains, on marche debout, à peu près tous. Mais ensuite, il faut vraiment s'adapter à chaque cheval. Et on le voit, même les meilleurs mondiaux, parfois disent avec ce cheval, j'arriverai pas à l'amener au meilleur niveau parce que je le monte pas de la manière dont il a besoin d'être monté. Et donc il y a des chevaux qui changent d'écurie à cause de ça, pour trouver le meilleur rapport couple cheval-cavalier. Des gens ne sont pas forcément dans la bonne entreprise, ont du mal à quitter l'entreprise. On essaye de les garder dans nos entreprises, certainement pour des raisons qui sont bonnes ou pas bonnes, j'ai pas de jugement. Comment, dans votre métier, vous arrivez à appliquer ce que vous faites au niveau du management, en fait ? Ouais, cette année de diplôme d'entraîneur a été révélatrice aussi. J'ai connu précédemment un peu le management par la suite, j'ai connu un peu tous les cas de figure et je m'étais promis qu'être un bon manager c'était tout simplement faire le contraire de ce que j'avais vécu. C'est peut-être pas tout à fait vrai, mais j'en ai tiré beaucoup d'enseignements et le management par le sport, parce que le marketing c'est aussi une quête de performance, hein, comme partout, une entreprise pour vivre a besoin d'avoir des clients. Et j'ai trouvé aussi avec Medavis le bon compromis, parce qu'évidemment, l'entreprise doit vivre et doit faire vivre ses salariés, mais c'est une entreprise qui a beaucoup de vertus, et je pense que je me retrouve aussi dans les valeurs de Medavis. C'est un petit peu aussi pour ça qu'on est tous là, je pense. J'ai eu beaucoup de chance, mais je pense avoir aussi beaucoup travaillé. En sortant du parcours universitaire, j'avais ni réseau, ni passe-droit, et c'est très bien comme ça. J'ai occupé beaucoup de postes. En fait, je me projetais pas dans l'entreprise, je me projetais dans l'apprentissage d'un poste et de mission. Donc je restais en général 2 ans par entreprise, le temps de faire le tour de mon poste. Et après, les entreprises ou des gens qui ont souhaité me garder, donc j'ai fait 2 fois 2 ans dans une entreprise. Mais je n'arrivais pas à me projeter au sein d'une entreprise. Je venais là pour apprendre, donner tout ce que je pouvais donner, bien évidemment. Pour moi, c'était le contrat amoral, un petit peu, apporter toutes mes compétences, tout mon temps, toute mon énergie. Et en retour, être formée pour continuer à évoluer. Chez Medavis, c'est la première entreprise dans laquelle je vais être bientôt depuis 3 ans, et dans laquelle j'adhère autant au projet qu'à l'idée qu'aux gens. Donc j'ai un affect particulier avec cette entreprise, parce qu'on est dans le domaine de la santé. Le sport et la santé sont intrinsèquement liés, qu'on est presque un service d'utilité publique, je dirais. On a vu pendant la crise Covid, heureusement qu'il y a eu la téléconsultation pour continuer à suivre certains patients et à préserver les soignants. Il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de sportifs chez Medavis, donc on a beaucoup de sujets de conversation. Par rapport au poste que vous avez, à quel moment dans votre expérience vous pourriez nous parler d'une expérience où vous vous êtes associé à la difficulté ? Alors sur les postes, j'ai eu vraiment que des postes que j'ai beaucoup appréciés. J'ai des collègues extraordinaires, vraiment. Je suis très riche de ça, ça m'a beaucoup apporté. Par contre, j'ai eu des managers qui étaient vraiment parfois d'une violence sans nom. Après, c'est une question de personnes. Et je me suis toujours dit, et pour ça je restais au moins 2 ans, parce que je voulais que ce soit une vraie expérience, que je voulais vraiment apprendre avant de partir.
Mais après, parfois, je me suis peut-être un peu mis des œillères en me disant tout simplement, voilà, tiens 2 ans, apprends ce que tu as à apprendre et ensuite tu partiras. Et comment on fait quand on sait qu'on n'a pas envie de tenir 2 ans et que tous les matins il faut se lever pour aller au travail? Je pense qu'on a tous une capacité de résilience qui nous est propre et je pense que peut-être qu'on l'exploite pas assez. Et quand c'est trop dur, je pense qu'il faut partir. Honnêtement, il y a toujours un endroit, il y aura toujours une entreprise, il y aura toujours des gens qui ont un bon profil pour travailler avec vous ou avec lesquels vous serez compatible. Je pense simplement qu'il faut pas... Alors se remettre en question, c'est toujours bien, entendre les retours des autres, c'est toujours bien, c'est ce qui nous nourrit, ce qui nous permet de grandir quelque part professionnellement. Et moi, je suis toujours très à l'écoute, même de mon équipe, je leur dis, voilà, s'il y a les formes, vous pouvez me dire, vous dire tout ce dont vous avez besoin, il faut que l'équipe avance. Donc c'est un peu une construction d'équipe, c'est ce qu'on apprend dans le sport. Voilà, il faut se dire les choses, mais toujours avec les formes, ça j'y tiens énormément. Et ensuite, il faut se dire qu'il y a toujours un travail, il y aura toujours un endroit, une place pour nous. Et si on est vraiment... très mal, si vraiment on va travailler le matin avec la boule au ventre, selon l'expression consacrée, il y a peut-être des choses à changer. Il ne faut pas hésiter, je pense. À aucun moment dans votre parcours, aujourd'hui, vous vous êtes retrouvé dos au mur en disant c'est inacceptable ce que je vis, je m'en vais. Oui. Avant la fin de votre contrat? Oui, c'est arrivé une fois. Et vous avez fait quoi à ce moment-là? J'ai démissionné. Vous avez eu le courage de démissionner? Parce qu'il faut du courage pour démissionner. J'ai pu le faire parce que j'avais pas d'enfant à ce moment-là. Je pense que... Vous pensez que vous n'auriez pas démissionné si vous aviez eu une famille? Ça aurait été plus difficile? Ça aurait été plus difficile. J'aurais vraiment cherché autre chose avant de partir. Mais là, j'avais cette liberté-là. Je vais revenir sur vos parents parce que vous avez dit je me suis battue pour avoir mon cheval. La relation qu'on a dans ces conditions-là, est-ce que c'était une relation de confiance? C'était un peu à l'anglo-saxonne, vas-y, on te suit, on t'épaule, ou on passe ton bac d'abord et puis après on verra si tu as toujours le même projet? Moi, mes parents ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider, pour me payer des cours, parce que ça coûtait très très cher. Quand j'ai été majeure, j'ai pu commencer à curer les box pour me payer des cours. Ça aussi, c'est une bonne façon d'apprendre et d'apprendre le milieu. Ils ont toujours fait ce qu'ils pouvaient pour m'accompagner, sans forcément la passion du cheval, donc je leur dois aussi ça, de m'avoir encouragée. Et je pense qu'ils ont... Après, je suis quelqu'un de très réservé, donc je ne l'ai certainement pas suffisamment exprimé, mais ils ne pensaient pas que ça avait une telle place dans ma vie. Ils ne pensaient pas que le cheval, c'était le centre du monde un petit peu, et que tout mon univers gravite autour du cheval. Et puis, petit à petit, ils ont continué, et la preuve, mon père m'accompagne encore régulièrement en concours. Donc voilà, je suis très heureuse de partager ces moments-là avec eux. En tout cas, et je pense que mon diplôme d'entraîneur, pourtant ça s'est passé il y a 3 ans, leur a vraiment permis de comprendre à quel point c'était essentiel dans ma vie. Et c'est peut-être moi qui ne l'ai pas suffisamment manifesté avant, mais en tout cas ça a été clair quand ils ont lu mon rapport, mon mémoire, ce qui était sur l'amélioration de la performance sportive. Ils ont découvert, je me souviens, ma maman me disait mais jamais j'aurais pensé que tu avais une telle culture équestre, jamais j'aurais pensé que c'était si important, alors que ce sont mes parents, mais c'était à moi de leur dire. Alors comment on reprend des études pour devenir entraîneur quand on a déjà un métier, qu'on est déjà un peu posé dans sa vie? C'est quoi cette envie c'est une envie d'aller encore plus haut, plus loin? C'est vraiment une envie de progresser. Je disais, j'arrivais à la fin d'un parcours professionnel, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de mon poste à ce moment-là, de mon activité, et j'avais envie de me remettre en question. Et quand j'ai su qu'il y avait ce diplôme en 1 an, ce qui me permettait financièrement de pouvoir aller jusqu'au bout du cursus, je me suis dit, allez, et c'est vraiment été le matin, j'ai appelé et j'ai passé les tests, c'était le lendemain. Je crois que j'ai traversé la France pour aller passer les tests de recrutement, et puis j'ai été prise. Et je me suis dit, c'est ce qu'il y avait à faire. Si je suis prise, c'est que c'est maintenant. C'était un rêve de devenir entraîneur? Oui, le travail des chevaux, d'avoir cette connaissance en plus, même sur les aspects vétérinaires, sur les aspects coaching, j'ai appris, ça a été... j'ai eu de la chance, j'étais avec l'UCPA et j'avais une instructrice... Fanny Baum qui nous a encadré toute l'année, qui nous a apporté vraiment tout son savoir. Enfin, elle était vraiment dévouée envers nous. Et la rencontre avec Philippe Rosier, je pense que c'était pour moi les 2 piliers de réussite de ce DE. C'était les personnes qui nous ont encadrés. Et ça m'a permis, c'était tellement une richesse personnelle et professionnelle. Ça m'a permis d'être un meilleur manager, je pense, d'avoir des vraies compétences, d'apprendre les profils. Quand on apprend les profils des sportifs, de voir un peu les profils de l'équipe, de pouvoir m'adapter vraiment à chaque personne. Ça a été vraiment un enrichissement sans fin, malgré le coût financier et puis le risque professionnel que je prenais, parce qu'après, il fallait que je puisse retrouver un poste qui m'intéresse. Si je voulais retourner dans le marketing, je savais que...
Vous vouliez retourner dans le marketing ou vous aviez éventuellement envisagé de partir dans le monde équestre ? Oui, c'était vraiment l'un ou l'autre. Ça a été en fonction des opportunités. Dans le monde équestre, j'ai passé plusieurs entretiens et il n'y a aucun projet dans lequel je pouvais pleinement m'identifier. Le monde équestre est très exigeant aussi. Il faut passer beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Et j'ai pas trouvé un projet dans le laps de temps que je m'étais accordé, dans les quelques 3-4 mois que je m'étais accordé. Donc c'est peut-être une question de temps aussi. J'ai pas trouvé de projet qui me convenait. Et puis, je voulais venir en Bretagne depuis quelques années. J'avais le coup de cœur pour la région, je pense, comme tous les gens qui viennent en Bretagne. Et j'avais envoyé quelques CV, on m'avait dit vous n'habitez pas sur place, donc le temps que vous déménagez. Donc j'ai pris mes valises et je suis venue m'installer en Bretagne en me disant maintenant que je suis là, je vais frapper à toutes les portes et je vais distribuer des CV. Et puis ça a fonctionné. Quand vous êtes arrivé en Bretagne, vous aviez en votre Bretagne, cheval ? Oui, j'avais mon cheval. Voilà, à peu près tout ce que j'avais. Et non, elle a envie d'arriver, et puis j'ai pu créer mon auto-entreprise. On a eu 2 ans de crise Covid, donc heureusement que j'avais un autre travail à côté, et j'ai pu commencer un petit peu à développer mon activité, j'ai pu travailler pour moi, et on a eu cette chance, nous, incroyable en tout cas, chez Medavis, c'est que l'entreprise a doublé, voire triplé. Voilà, je suis arrivée, j'étais la numéro 8 fin 2019, aujourd'hui nous sommes 35. Donc ça c'est une aventure aussi assez incroyable. Et aujourd'hui, plus j'avance professionnellement sur tous les aspects professionnels qu'on puisse envisager, et puis je me dis que mon parcours finalement me ressemble. J'ai besoin d'un travail intellectuel, un travail stratégique, de cette rigueur-là, de nourrir des autres, de tout ce qu'on peut déployer là. Et j'ai aussi besoin d'être avec les chevaux et de ce travail-là et de coacher les gens. Et finalement, je me vois pas laisser l'un pour l'autre aujourd'hui. Grâce au télétravail aussi, j'arrive à gérer à peu près mes horaires. On a une grande liberté pour ça au sein de l'entreprise et je pense qu'aujourd'hui c'est indispensable. Pour beaucoup de gens, mais en tout cas pour les sportifs, c'est un véritable atout pour attirer les talents, je pense d'ailleurs. Et c'est aujourd'hui ce qui m'aide à conjuguer les deux et j'ai le parfait équilibre entre la vie professionnelle des gens normaux et le soir, ma vie de cavalière. Révéler les talents, on adore, c'est le nom du podcast. Quand vous entraînez les talents, quelles sont les différences entre un cavalier et quelqu'un que vous avez au bureau ? C'est effectivement très différent et chaque jour me conforte dans cette idée, en tout cas dans mon parcours. Encore une fois, je ne peux pas m'exprimer pour tous. Le management, même si on est dans une entreprise vraiment où la bienveillance, encore une fois, n'est pas un mot, c'est vraiment la valeur clé de l'entreprise. Il y a toujours une notion un peu de verticalité dans le management, toujours une micro-distanciation entre les fameux N+1, N+2. Ici, on essaie vraiment de ne pas le faire ressentir, mais je pense qu'on est formaté comme ça quand on travaille, et donc il y a un petit peu cette différence-là. Quand on est coach sportif, avec les chevaux, c'est encore un autre relationnel, mais avec les cavaliers, il faut aussi parfois, et ça en formation, on nous l'a vraiment répété, je pense que c'est très très important, nous méfier un peu de l'effet mentor au sens où le cavalier peut complètement se reposer sur nous, attendre beaucoup trop de nous, alors qu'à un moment donné, le sportif, c'est à lui de faire. On peut le coacher, l'aiguiller, faire tout ce qu'on veut, mais il doit aussi se prendre en main. Et donc, il faut éviter d'avoir des relations, des cavaliers qui vous appellent en pleurs à 23h, mais je vais jamais y arriver. Il faut aussi un peu les responsabiliser. Je pense qu'il y a parfois les cavaliers sont trop en attente. Pour certains profils, en tout cas, ils peuvent avoir une relation trop fusionnelle et on n'est ni leurs parents, ni leurs sœurs, ni leur mère, ni leur femme, ni ce que vous voulez. Donc il faut vraiment arriver à créer peut-être un peu plus de distanciation avec les cavaliers. Et encore, chaque profil est différent. Encore une fois, c'est une généralité, mais ça convient évidemment pas à tous. Alors que sur le plan professionnel, je pense que même si encore une fois, pour moi, c'est une micro-distanciation, mais elle suffit parfois à faire passer les messages plus facilement. Moi, j'ai jamais eu quelqu'un dans mon équipe qui a éclaté en sanglots après un projet qui n'était pas arrivé exactement à 100% comme il voulait. On est 99%, après on débrief, on progresse pour les prochaines fois. Un sportif, quand il met toute son énergie et souvent tous ses moyens, tout son argent, tout son temps sur un parcours et que le dimanche il arrive, il ne fait pas un parcours sans faute, émotionnellement c'est très très loin à porter. Vos sportifs, ils sont professionnels ? Ils sont des amateurs ? Ce que vous dites, ça fait vraiment écho, puisque moi, en tant que préparateur mental de sportif de haut niveau, on a effectivement cette limite à ne pas franchir, ni d'un côté, ni de l'autre, aussi bien du côté du sportif que du côté du prépa mental. Très souvent, cette distanciation, elle est difficile, parce qu'effectivement, je pense que les règles doivent être posées dès le départ, avec le cadre qui dit à 23h,
tu m'appelles pas, tu es capable de continuer à prendre une décision sans moi, on a mis un plan d'action, on a mis tout ce qu'il fallait pour ta réussite, donc maintenant c'est demain matin, et demain matin quand ça se passe, c'est à toi de jouer, tout en étant bien sûr présent pour donner les dernières consignes. Je pense que dans l'entreprise, vous ne l'avez pas vécu, qu'est-ce qui vous a donné cette puissance ou cette force, en tout cas, de bien rester dans cette distanciation. Parce qu'à un moment donné, ici, je suis dans les locaux, donc je vois qu'il y a un public assez jeune au niveau de votre équipe. Est-ce que c'est l'expérience que vous avez eue avec des managers qui travaillaient, me semble-t-il, par l'échec, en fait, c'était ça, qui vous a donné cette distance que vous puissiez mettre entre l'âge et puis votre équipe comment vous pensez que ça peut se goupiller entre votre expérience, le sportif, je l'entends, le manager de l'entreprise, je l'entends, mais il y a votre personnalité. Comment vous pourriez définir que cette personnalité, elle est forgée pour permettre ça, en fait? Je pense que chaque manager est différent. Je suis quelqu'un de très très réservé. Il n'y a vraiment que par la danse que je m'exprimais beaucoup, c'était mon exutoire à moi. Et pour moi, ça se fait naturellement. Je parle rarement, voire jamais de ma vie privée au travail. J'ai besoin vraiment de séquencer tout ça. Et je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y a des milliers de façons de manager, bonnes ou moins bonnes, qu'on a tous à apprendre, que dans mon management, j'ai certainement progressé encore et que je fais avec mes qualités, puis aussi avec mes défauts. Je sais que les gens... Une fois, j'ai quelqu'un de mon équipe qui m'a prise à part, qui m'a dit « Émilie, moi j'ai besoin de savoir d'où tu viens, ce que tu as vécu, parce que j'ai besoin de te comprendre pour travailler avec toi. » Et ça m'avait vraiment surprise. C'est la première fois que ça m'arrivait, mais ça m'a aussi obligée à me dévoiler un peu plus. Et je pense que les gens ont besoin de ça pour faire entièrement confiance à quelqu'un, sans aller dans les détails de sa vie privée. Mais je pense que ça a nourri, ça a permis de tisser des liens encore plus forts au sein de l'équipe. Et est-ce que vous demandez la même chose à vos cavaliers? Non. Qui vous racontent leur vie? Ils le font en général bien trop d'eux-mêmes. Mais j'ai eu, lorsque j'étais en formation, je devais suivre un cavalier pour l'année, pour faire mon mémoire, et lui était également en formation de moniteur d'équitation. Il est devenu un ami au fil de l'année, parce que je savais qu'après ce ne serait pas un de mes élèves. Et c'est quelqu'un qui a énormément de sensibilité, donc ce qui peut être très bien à cheval, mais aussi un peu déstabilisant parfois. Et à 3 mois de son examen, il a perdu sa jument de cœur, sa vieille jument qui est décédée dans son pré à côté de chez lui. Et là, je me suis dit ça va être catastrophique. Je pensais même qu'il allait arrêter de monter à cheval. Enfin, ça a été vraiment très très dur. Il y a un attachement entre les cavaliers et les chevaux que seuls les cavaliers peuvent comprendre, mais l'attachement est très très fort. Et puis, donc on a passé des heures au téléphone et heureusement je le voyais tous les jours. Il était au ralenti, mais ça l'obligeait, je pense, un petit peu à sortir de chez lui, à pas rester sur le terrain, justement, où il avait perdu, sur lequel il avait perdu sa jument. Et puis, petit à petit, c'était beaucoup d'écoute, et aujourd'hui, on s'appelle encore très régulièrement, on restait très proches. Et de vivre ces moments-là avec un de ses cavaliers, c'est quand même très intense. Et puis, évidemment, on projette tous, on a tous des chevaux, on sait que tôt ou tard, voilà, si la vie suit son cours, on les perdra, et on sait que ce sera un déchirement aussi. Donc, il faut arriver à prendre du recul. Voilà, quand on est empathique, c'est compliqué, ce qui est mon cas, mais il faut prendre du recul pour les accompagner comme il le faut à ce moment-là. Et ça, c'était une expérience très difficile, enfin, pour lui, pour moi, pour son entourage. On était tous tellement tristes pour lui qu'il a fallu reprendre en main le rôle de coach. Je lui ai dit, bah ouais, mais t'as ton examen à passer, j'ai le mien aussi, donc il va falloir y aller. Mais ça a été des moments comme ça forge. Si dans l'entreprise, il y a un clash, comment vous faites pour sortir du contexte? Et il y en a peu. Ou dans les expériences que vous avez eues avant, des entreprises où il y a eu des clashs, où vous êtes là, présente, parce que je vous vois bien à l'équitation, prendre votre cheval, aller vous balader, prendre l'air, mais dans l'entreprise, on ne peut pas tout le temps faire ça, Émilie. Donc là, on est dans l'entreprise, il y a un clash. Comment vous sortez? Comment vous arrivez à sortir du contexte? Alors, oui, ça m'est arrivé comme tout le monde, dans le milieu de l'entreprise ou ailleurs. J'ai fait beaucoup de gestion de crise. Est-ce on étudie énormément, on analyse souvent ce qu'on appelle les signaux faibles. Donc l'idée, c'est d'intervenir avant qu'il y ait un clash, avant qu'il y ait une crise d'image, etc. Alors, on a beau mettre tous les radars en place, c'est pas du 100%. Il y a toujours le dossier qui sort d'un vieux cartable. Non, alors, je pense qu'il faut toujours rester calme. C'est un peu ma force, c'est de jamais
vraiment perdre mon sang-froid, de jamais m'énerver, de crier, je pense que ça sert strictement à rien. Donc c'est soit d'écouter l'autre, de reformuler, de voir où sont les points de friction, et puis d'arriver à trouver des solutions. C'est du compromis, de toute façon, la vie en entreprise, c'est comme dans tous les sports d'équipe. C'est perpétuellement ça. Et puis je me sers beaucoup de l'humour aussi. Ça aide souvent. J'ai eu des clients par d'autres postes ou des gens qui venaient me voir. J'ai un poste où je m'occupais des personnes qui étaient sans papier, des migrants. J'en ai un qui m'a suivi un soir jusque chez moi parce qu'il voulait des papiers. J'en ai une qui m'a sorti un couteau de 50 cm avec une lame de 50 cm qui m'a menacé de me tuer si elle n'avait pas de papier. J'ai vu une femme qui est venue qui voulait s'immoler par le feu. Donc il y a des situations quand même assez critiques à gérer. Des gens qui sont tellement désespérés, qui savent qu'ils n'ont plus rien à perdre, donc ils sont prêts à tout. Et dans ces moments-là, il faut vraiment, vraiment garder son sang-froid. Vous parlez tout à l'heure d'empathie. Comment on trouve la force pour justement prendre cette distance entre ce qui lui arrive à cette personne, qui est vraiment très impactant, et puis vous gardez votre propre vie? Je pense que le sport m'a beaucoup aidée, justement, de pouvoir le soir sortir du bureau ou le matin aller courir, parce qu'avec l'équitation, il y a toute la préparation physique et mentale qui va avec. J'ai toujours pratiqué un sport en plus de l'équitation. Et je pense que ça a toujours été mon exutoire. Dire le soir, j'ai quelque chose d'autre à faire. Et après, ça a été passer des heures. Parfois, c'est retenir ses larmes aussi. Rester, parce que c'était mon travail, de rester solide devant les gens. Et quand on les voit si désespérés, j'ai vu des gens vraiment qui n'avaient plus rien, qui étaient à la rue. Et même des gens... j'ai rencontré un ingénieur, j'ai reçu une fois un ingénieur pour d'autres problèmes, parce qu'il avait un titre de séjour. Mais qui a perdu son travail du jour au lendemain, qui s'est retrouvé sans maison, sa famille est partie, il s'est retrouvé tout seul à la rue en 4 mois. Et je me suis dit que ça peut arriver à tout le monde. C'est pas parce qu'on a un travail, qu'on a l'abri de tout ça, qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Et ça remet beaucoup de choses en perspective, je trouve. Je suis un cavalier, j'ai beaucoup de croyants, je ne performe pas. Quel est le discours? Moi, mon discours, c'est toujours certains appellent ça la dépolarisation, c'est toujours d'avoir plusieurs pistes. Ne sois pas que cavalier, passe des diplômes à côté, même si c'est dans le cheval, passe un diplôme d'entraîneur, de ce que tu veux, de moniteur, de maréchal ferrant. Si demain tu tombes comme maréchal ferrant, il faut être à 100% de ses capacités, mais pense à autre chose, passe un diplôme dans le commerce, fais quelque chose, pense à la suite. C'est ce que je dis toujours. Ne pense pas. Le cheval, comme tous les sports, c'est un sport particulièrement risqué. Il peut y avoir la blessure, effectivement. La blessure du cheval, du cavalier, etc. Donc ne focalise pas tout. Et aujourd'hui, on voit les athlètes de haut niveau, que ce soit même en Formule 1, même dans le football, tout le monde a des noms en tête. Aucun athlète de haut niveau n'est focusé sur un seul projet. Ils font tous soit la peinture, de la musique, donc certains collectionnent les objets selon leurs moyens, mais il faut toujours avoir quelque chose d'autre en tête. On peut pas... Le sport n'est pas, pour moi, une fin en soi. Même les athlètes qui vont aux Jeux Olympiques, ils font leurs études à côté, ils ont autre chose. Je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le sport, il ne faut pas tout mettre sur un seul projet de manière générale. Ça évite de perdre ses moyens, ça évite de se mettre trop de pression, et ça évite de se dire si demain je veux les Jeux Olympiques et que je réussis pas ma compétition, parce que c'est la loi du sport, en fait, le mieux préparé et passer à côté le jour J, se dire que son monde s'écroule, non, parce qu'il y a toujours d'autres choses à faire. Et ça, je pense que c'est bien de le préparer avant d'aller sur ces grandes compétitions, plutôt qu'après de se remettre en question, de se dire ah maintenant qu'est-ce que je fais, j'ai plus rien dans ma vie. On n'a jamais plus rien dans sa vie, je pense qu'il faut simplement le préparer. Aujourd'hui, si je vous donne une baguette magique, Émilie, vous en faites quoi? Pas grand-chose. Je pense vraiment avoir beaucoup de chance, mais j'ai le parcours dont j'ai toujours rêvé. J'ai un poste qui correspond à mes attentes. Après, je crois qu'il me reste 25 ans à travailler, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à faire, beaucoup de projets. Mais je pense qu'il faut vraiment... Ça peut paraître bateau, mais je pense qu'il faut croire en soi. Je pense qu'à la base de tout, elle vient de là, croire en soi, croire en ses idées, et puis s'écouter un petit peu. J'ai un parcours qui est très atypique, je le sais. J'ai pas le pavillon de banlieue, et voilà, j'ai pas cette vie-là, mais c'est un parcours qui me rend heureuse, tout simplement. Et qui vous correspond. Et si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Merci d'avoir partagé toutes vos histoires, en tout cas, Émilie. C'était un bon moment. Merci beaucoup. Un grand merci à Émilie pour son témoignage dans Révéler vos talents.
Si on devait retenir un leitmotiv aujourd'hui, il faut croire en soi, croire en ses idées, car tout vient de là. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, bonne nouvelle, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.